CyberEco, ça mange quoi en hiver? Je pense que c'est important de le mentionner, mais comme je disais, association de membres, puis je vais sauter direct ici juste pour le firing for effect, comme on dit. Les grandes sociétés québécoises, canadiennes sont membres chez nous le gouvernement est membre et les établissements d'enseignement universitaires, centres de recherche. Ce n'est absolument pas exhaustif comme slide, c'est juste pour vous donner une idée du membership. Et ces gens-là ne sont pas là pour justement avoir un logo sur une slide, ils sont là principalement pour co-développer des solutions à des problématiques communes de cybersécurité, cyber-résilience. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont là pour faire du travail concret et surtout, ils ne sont pas là pour attendre que les autres fassent le travail, ils sont là pour mettre la main à la pâte eux-mêmes. Donc ça, c'est notre premier purpose, première raison d'être, la partie catalyseur en haut. Et c'est vraiment le sujet de ma petite allocution aujourd'hui. Je n'ai que 15 minutes. Alors, on va passer assez rapide en mode problématique et solution. Donc, on a évidemment ces projets de cette nature-là. Il y a des projets qui sont plus pour le bénéfice du collectif. Hein. On livre des choses qui sont des projets qui aident pour le cybertalent, l'intégration des femmes et des minorités visibles dans le domaine de la cybersécurité. Il y a toutes sortes de choses à thématiques disparates, mais qui sont des choses qui touchent les valeurs et les intérêts de nos membres. Encore une fois, public, privé, académique. Fait que ça peut jouer très, très large. On a des choses qu'on pourrait dire hyper corporate qui se font comme au niveau de la gestion des menaces internes. Ça, vous comprendrez que c'est les institutions financières principalement, que ce soit Banque nationale, Desjardins, Intact, Industrielle Alliance, des organismes de ce type-là qui se sont mis ensemble pour dire « Hey, on a des problématiques communes, on est des concurrents, on peut trouver une façon de collaborer. » Puis dans CyberEco, on a créé ces éléments-là pour que ça fonctionne. Parce que souvent, il y a des obstacles, puis on va rentrer là-dedans. C'est quoi les obstacles à la collaboration? Cet exemple-là est intéressant, puis je vais le reprendre au cours de notre discussion. Puis on fait plein d'affaires bien plus soft aussi. Là, comme je disais, on a produit des guides qui sont des guides publics. Entre autres, on a produit le premier guide sur la cyberassurance. Fait que ça, nos membres se sont mis ensemble. On dit, hey, on a de l'information que la majorité des PME et même de grandes entreprises n'ont pas accès. On met ça ensemble, on publie un guide. Le guide a été produit en 2021. Là, on va avoir une mise à jour en 2025 avec tout ce qui a évolué dans le secteur. C'est les choses de comprendre son besoin, la bonne utilisation de ce type d'outils-là et même les mécaniques de fonctionnement de cette industrie-là aussi. Ce qui est très important si on veut bien magasiner et bien comprendre les produits qu'on achète. Et puis, vous voyez des noms même d'entreprises partenaires comme CyberCap, qui est une entreprise, un organisme à but non lucratif que nos membres supportent. Donc, on supporte financièrement et logistiquement des organisations comme CyberCap. Quand on parle d'enseigner à la jeunesse, c'est sûr que CyberEco, on ne va pas dédoubler le travail d'un organisme qui a beaucoup de mérite. À la place, on se met tout derrière l'organisme, puis on injecte des stéroïdes dedans pour que ça devienne quelque chose d'extraordinaire. Puis les 3 dernières années de performance de CyberCap, c'est un bel exemple de comment, quand on se met ensemble comme industrie et partenaires académiques et gouvernementaux, on est capable de livrer des choses que individuellement, c'est impossible. Alors, le paradigme de la collaboration et de l'innovation, on a 70 centres d'innovation juste au Québec. Si on calcule les établissements d'enseignement, les centres de recherche indépendants, tout ça, on est rendu plus à 300. Si on relimite à ceux qui se concentrent sur cybersécurité et cyber-résilience, éléments de défense et protection de la vie privée, là, on descend peut-être à une trentaine d'organismes. Mais je ne pourrais même pas tous vous les nommer par cœur parce qu'il y en a beaucoup qui c'est dans l'obscurité. Et surtout, c'est difficile en tabarouette de trouver où est la valeur du livrable, hein? Où est le retour sur investissement lorsqu'il y a question de fonds publics, mais aussi des fonds privés, des grands donateurs.
nos constituants, nos membres, investissent souvent à coups de millions dans des projets comme ça et le rendement n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a déjà, d'ailleurs, dans la salle, une personne que je ne nommerai pas et qui est assise à peu près dans le milieu du côté là, devant moi, qui est une des personnes les plus prolifiques et qui a le plus haut taux de satisfaction de ce côté-là. Il y a ces trucs aussi, peut-être qu'il va venir les partager au micro tantôt. Mais généralement, ce qu'on remarque dans les éléments de collaboration, de co-développement, c'est que le produit final, même si les gens du côté projet, ils se sauvent. Oh non! Merci Benoît. Benoît Dupont, un de nos grands chercheurs québécois en cybersécurité. Le produit n'est pas adopté par la suite, n'est pas pris en charge. Finalement, c'est tabletté. On a livré quelque chose en collaboration, puis bon, le travail d'intégration, lui, ne suit pas. Ça arrive, un des éléments très communs. Faible retour de valeur, comme je disais, si on mesure, en anglais, j'aime beaucoup le terme, bang for the buck, on est généralement pas là. On est dans un ratio de 10 pour 1 versus ce qu'on aimerait tendre, c'est un chiffre qui est en bas de 1 pour 1. Parce que s'il y a un effet de levier et multiplicateur de collaborer entre organisations, on devrait tous avoir, avec nos contributions, un ratio supérieur à 1. Hein? Donc, ça devrait être quelque chose qui est l'inverse de ce qu'on observe. Et aussi, on voit la sursollicitation et la fatigue de certaines organisations qui veulent collaborer et qui perdent argent, temps, et cycle de développement, cycle de production, utiliser les libellés que vous voulez. Et ça, nous, on l'a vu dans notre membership. Nous, on prend des actions correctives là-dedans, mais c'est des choses qui affectent tout le monde. Et des fois, c'est au niveau individuel, mais des fois, c'est au niveau organisationnel lui-même. Donc, on a un expert qui veut l'aider, qui donne beaucoup de son temps, qui finit par faire tout le travail. Tout le monde a vécu des travaux d'équipe universitaires. Hein? Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui portent beaucoup, mais à la différence de la collaboration forcée qu'on a à l'université ou dans un projet à l'intérieur d'une organisation, c'est que les parties prenantes sont alignées parce qu'ils cherchent la même chose. Hein? On cherche à avoir un résultat, il faut livrer ce travail-là. On veut avoir une promotion parce qu'on a bien travaillé. Donc, les gens ont une raison d'être là. La raison, c'est je suis employé, je suis payé. On a des commonalités qui font en sorte qu'on va livrer. Même si vous l'avez vécu, ce n'est pas toujours évident, ça ne marche pas toujours si bien. Donc, l'hypothèse qu'on crée un groupe, on fait de l'animation, un petit peu de réflexion ensemble, hein? On met des affaires sur le whiteboard, puis après ça, on dit aux gens, on s'engage, oui, on signe un memorandum of understanding ensemble qu'on va livrer de quoi, et on s'attend à la réussite. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Puis surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est quoi qui peut nous aider à mieux réussir? Et puis, encore une fois, c'est un retour d'expérience. Alors, je vais vous parler de ce qui nous réussit et ce qui nous a réussi dans le passé quand on a fait des collaborations comme avec l'ancêtre de CyberEco, qui était Serene Risk. Donc, un des éléments, la sauce secrète de CyberEco, c'est que tous nos membres, surtout les gros membres, ont contribué à la création nous on l'appelle l'annexe A, mais c'est un mémorandum, hein, un contrat de collaboration que tous les départements juridiques, imaginez, là, les grandes banques, les compagnies d'assurance, Hydro-Québec, tout le monde là, de différentes industries, les avocats se sont entendus sur des clauses communes pour le partage et protection de la propriété intellectuelle, des données qui sont propres à l'entreprise, des termes et conditions autour de tout ça. Ça, c'est une clé importante et ça doit être fait avant de commencer. Parce que combien de fois, si vous êtes dans les organisations, vous avez commencé des initiatives, puis d'un moment donné, au niveau légal, ça bloque. On ne peut pas utiliser nos données pour faire ce projet-là, désolé. Mais peut-être qu'on pouvait, c'est juste qu'il aurait fallu l'adresser correctement dès le départ. Donc, avoir un cadre commun, okay, au niveau des principes
Et les principes, parce que quand on parle de partage, de collaboration, le principe, c'est est-ce que je l'utilise moi? Est-ce que c'est pour tout notre réseau? Est-ce que c'est pour toute l'industrie? Est-ce que c'est pour juste les gens qui ont collaboré dedans? Si c'est ça, est-ce que c'est le tout en partie? Moi, j'ai amené des blocs Lego pour bâtir cette affaire-là. Est-ce qu'ils sont encore à moi, les blocs Lego, après, ou est-ce qu'ils deviennent la propriété collective des autres? Ça, c'est des questions hyper importantes. On va être correct. Et puis, je pourrais faire une autre présentation d'une heure juste là-dessus, comment bâtir ce type d'entente-là et quels sont les bénéfices et les risques qu'on a autour de ça. L'analyse et cartographie des parties prenantes. Ça a l'air très, très académique, mais c'est essentiel. Donc, moi, quand je pose des questions à mon personnel, généralement, quand ils n'ont pas réussi à bien gérer une situation entre des membres contributeurs sur des projets, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la motivation des gens, ils ne comprennent pas les intérêts et les moteurs qui animent l'action des gens. Et ça, il y a beaucoup de beaux petits livres là-dessus. D'ailleurs, il y a un professeur de l'Université du Québec à Montréal, Saint-Arnaud, je crois, qui est quelqu'un qui a étudié beaucoup les petits groupes et puis qui a fait un modèle d'analyse assez simple là, pour ça. Les gens qui ont étudié en gestion, MBA, là, généralement, vous avez vu ça, ouais. Donc, je ne vous dis pas de prendre toute sa méthodologie, mais au moins, prenez l'organisation, c'est qu'est-ce qu'elle veut dans l'ensemble. Après ça, au niveau du projet, c'est quoi ses visées d'entrer dans le projet, comprendre c'est quoi ses attentes. Au final, c'est qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est détaillez-le, dans quelle mesure, et comprenez ensuite les individus qui viennent contribuer. On a nommé le ciseau de X pour venir contribuer et 2 de ses directeurs. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Comment on va mesurer leur satisfaction en cours et à la fin? Ça, c'est hyper, hyper critique à produire des super livrables de collaboration. Et ça nous permet de définir des cibles principales. La cible principale, c'est toujours facile. On va produire un framework de gestion des incidents de cybersécurité pour le domaine industriel, manufacturier québécois. C'est précis, on sait où on s'en va, let's go. C'est quoi les cibles secondaires? Et ça, selon les parties prenantes qui participent, les cibles secondaires, des fois, sont plus importantes. Par exemple, pour peut-être un acteur gouvernemental, ce n'est pas tant le produit qu'on fait, c'est d'être impliqué, d'être vu dans le processus et potentiellement le lien avec une initiative de contrôle. Donc, potentiellement que ça se connecte avec une loi ou des normes qu'ils vont exiger dans le secteur. Fait que, à ce moment-là, ça ne sert à rien de leur demander d'être des hyper-contributeurs dans la matière même de ce framework-là. Excusez, là, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais on est plus intéressé à « Hey, venez faire le roadshow de présenter ça. Venez parler à ces parties prenantes-là qui sont des cibles de cette matière. » C'est là que ça va orienter l'action. Finalement, personne n'aime ça parler de ça, mais il faut gérer la performance. Donc, autant sur les cibles principales que secondaires, puis sur les efforts qui sont mis. Si on laisse des gens, par exemple, être à la traîne, surtout si on ne comprend pas pourquoi on a fait une bonne analyse de parties prenantes, bien, ça va créer de l'insatisfaction. Ça va créer des écarts, des fossés qui vont éventuellement faire peut-être même échouer complètement les projets, surtout quand ils sont à long terme. On en a des projets 3 ans, 4 ans. On s'entend, il y a des livrables, là, il y a des milestones, là, mais c'est des longs projets. Et on a des gens qui changent en cours de route, mais il y a des gens, par exemple, qui sont toujours passifs dans les réunions, qui sont toujours passifs au niveau des livrables. Mais il faut gérer ça rapidement. Et comment gérer quand on n'est pas le patron, si vous voulez, de ces gens-là? Bien, ça prend des mécanismes de reddition de compte. Donc, la reddition de compte, ce n'est pas une affaire accessoire. Au minimum, avec des petits dashboards, pas des dashboards de participation là, comme à la maternelle. Vous étiez présent, vous avez chanté la chanson avec les autres, bravo, vous avez réussi. On s'attend un petit peu plus que ça, puis on veut des métriques spécifiques. Alors, je n'avais pas beaucoup de temps.
J'espère que vous aurez des questions et si ça vous intéresse, la collaboration en cybersécurité, je peux vous promettre que ça produit des résultats très intéressants quand c'est bien géré.